Alors bonjour, nous allons vous présenter le programme des formations croisées Culture Éducation Populaire. Donc on co-construit les arpenteurs et filigranes. On va peut-être commencer par présenter nos structures, alors rapidement, parce que peut-être que vous connaissez déjà un petit peu, mais au moins pour vous situer. Commence. Alors je présente l'association Filigrane. Donc nous, l'association Filigrane, en fait, on co-construit des projets artistiques et participatifs. On met en lien les artistes avec des structures de terrain, donc structures sociales, éducatives, collectivités, et on fait donc de l'ingénierie de projet. Nos projets, ils prennent la forme de résidences artistiques ou alors d'ateliers, et on est aussi organisme de formation. Voilà. Et on travaille donc dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est une équipe de 6 personnes, dont Céliane qui est aussi présente, qui est chargée de communication. Et je vais peut-être m'arrêter là pour Filigrane. Les arpenteurs, compagnie, théâtre et lecture. Donc on travaille autour des langues, des poésies, littérature du monde, écriture contemporaine. C'est notre cœur de métier, hein. On est dans le spectacle vivant. Et on est dans une démarche de culture de proximité. Et on fait projet sur les territoires avec des personnes de tous âges. Et puis on traverse différents secteurs. On est dans une démarche, cette démarche de culture de proximité nous amène à être en partenariat, à faire alliance avec des partenaires de toute nature, pour mieux aller vers les publics. Donc le programme des formations croisées, il est né il y a déjà une quinzaine d'années. En fait, quand Filigrane d'ailleurs était déjà un projet qui appartenait à la caravane d'Idimo, puisque Filigrane est né de la caravane d'Idimo. Oui, une quinzaine d'années, et l'objectif en fait de ces formations, c'est vraiment, comme le nom l'indique, croisé, de pouvoir en fait convier à ces formations des personnes des secteurs qui se rencontrent pas forcément toujours, et donc à la fois de l'éducation populaire, des secteurs culturels, du secteur de l'éducation, et donc de vraiment former à comment construire un projet artistique participatif. Et donc c'est un programme de formation qui est financé à la fois par la DRAC et aussi par le service SJDES, donc service jeunesse et engagement et au sport, donc du ministère de l'Éducation nationale. Donc on est en co-construction avec eux aussi, donc on est régulièrement en relation avec eux pour aussi préciser les axes de formation, le contenu. Voilà. On est parti de l'observation que chaque fois qu'on voulait démarrer un projet pour mieux aller vers les publics, et chaque fois qu'il n'y avait pas rencontre avec ces acteurs différents qui sont sur les territoires, qui peuvent être des enseignants, des formateurs, des artistes, des médiateurs culturels, etc., il n'y a pas de limite. Et chaque fois qu'il n'y avait pas rencontre, donc pas de compréhension du métier de l'autre, donc pas connaissance de la structure de l'autre, et il y avait souvent des malentendus. Et c'est vraiment de ce constat que sont nées les formations, avec l'idée de pouvoir réunir des personnes aussi différentes dans des mêmes journées de réflexion, de façon à pouvoir s'accorder sur les mots, de pouvoir réfléchir à comment faire projet ensemble, pouvoir aller, alors c'est des mots d'aujourd'hui, mais vers des questions de co-construction, en prenant en compte, en mutualisant des compétences différentes. Et on sait que c'est très important sur les territoires pour que les projets se mènent, pour qu'on puisse vraiment inviter à participer des personnes qui ne sont pas les personnes qui vont déjà dans les structures, qui sont pas forcément impliquées dans les pratiques dites culturelles ou artistiques. Et bien, il y a besoin de tout ce travail d'ingénierie qui se fasse au plus tôt dans le projet. Donc ces journées qui sont thématiques et les thématiques se renouvellent d'année en année, on a quand même des thématiques qui reviennent régulièrement. On va en parler maintenant. Alors cette année on a donc 4 sessions de formation, et il y en a une première qui a eu lieu déjà là en octobre, qui était à Givors et qui était autour des thématiques du patrimoine. Donc voir un peu les différentes définitions du patrimoine, matériel, immatériel. Et donc c'était 2 jours de formation qu'on a construite en fait en partenariat avec la direction des affaires culturelles de la ville de Givors. Et donc la prochaine session de formation
Elle va avoir lieu donc au Centre social des États-Unis et qui va être vraiment plus sur les projets de langue, justement, plurilinguisme. Donc je vais peut-être laisser Patrice en parler. Ces formations se promènent en fait de territoire en territoire. Hein, c'est-à-dire qu'elles ont, c'est la possibilité aussi de pouvoir dynamiser sur un territoire donné une réflexion collective et par là même d'impulser directement des projets dans la foulée. Hein, donc ça veut dire comme à Givors, il y avait une douzaine de personnes de différentes structures de Givors qui sont intervenues. Et c'est très important, puisqu'on prétend être dans des méthodes actives, c'est très important pour nous d'associer les personnes, qu'il y ait de la présentation de projets, qu'il y ait des acteurs qui ont mené des projets, nous livrent aussi de réflexion, nous soulèvent le capot un peu de leur projet pour qu'on voit tout ce qui a pu avoir lieu avant d'avoir telle ou telle réalisation. Et ça, c'est très important de le comprendre. Oui, à chaque fois, en fait, on co-construit aussi le programme de formation, enfin les sessions de formation, donc oui, ce que disait Patrice, avec les différents acteurs qui travaillent sur ces sujets. Par exemple, là, sur la session sur les langues, donc on est en lien avec des artistes, avec les chercheurs, avec notamment, par exemple, le laboratoire dynamique du langage. Donc l'idée, c'est à chaque fois que ces sessions de formation puissent à la fois apporter de la théorie, mais aussi de la pratique, du jeu, des temps participatifs. Et effectivement, ce qui nous importe aussi, c'est vraiment de laisser la place à des temps d'échange pour que chaque personne qui vienne participer à la formation puisse aussi apporter son expérience de terrain. Oui, il y a aussi des pédagogues de l'éducation nationale ou des pédagogues qui œuvrent dans différentes associations, nombre de structures. Donc la prochaine session, hein, qui a quand même du lien avec cette thématique des droits culturels, hein, c'est comment on prend en compte les langues parlées sur un territoire, hein, comment on peut faire projet là autour. Et c'est simplement qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente, hein, il y a une vraie envie de mener des projets qui valorisent la diversité culturelle, mais aussi en même temps des fois des acteurs qui sont parfois démunis, qui ne savent pas comment s'y prendre. Et donc ça, c'est des formations qu'on initie depuis 2014 et puis qui reviennent chaque fois. On passe de territoire en territoire et chaque fois, en fait, pour le moment, comme ça ne désemplit pas, on les reconduit d'année en année, tout en continuant de retravailler le contenu. On présente plus en détail peut-être celle sur les droits culturels. Donc la prochaine qui va arriver jeudi 13 janvier, jeudi 27 janvier, donc elle sera sur les droits culturels et donc on l'a co-construit effectivement avec Michel Knobuller d'ailleurs dont on a parlé ce matin, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui du coup est un de nos partenaires clés, on va dire, pour construire nos formations croisées. Et d'ailleurs donc Michel Knobuller a longuement participé sur les sujets de droits culturels, il a assisté notamment au colloque des droits culturels qui a eu lieu en novembre 2019, les actes de colloque qui sont présents là d'ailleurs, qui sont ici. Ils sont sur la table de documentation. Il a rédigé une grande partie, enfin en tout cas. Donc cette session sur les droits culturels, comment on l'a vu et comment on l'a imaginé, c'est vrai qu'on s'est dit, on en parle de plus en plus des droits culturels, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots, qu'est-ce que ça veut dire, comment finalement certaines personnes se disaient mais les droits culturels on en fait depuis toujours, on en fait déjà. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière les droits culturels? Et donc, l'objectif de cette session, c'était vraiment de repartir des textes fondateurs des droits culturels, qui ont été présentés ce matin par Iona. Et puis, du coup, de revenir sur les définitions, en fait. On est parti, en fait, pendant ces 2 journées de session, on repart des participants à la formation et leur dire, mais pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière les droits culturels? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelles sont les expériences que vous avez qui mettent en œuvre des droits culturels? Et du coup, on fait tout un travail aussi autour de mots-clés. Du coup, alors c'est pas les mêmes mots que ce matin, et en même temps, il y en a quelques-uns forcément qui reviennent. Mais du coup, on avait défini 8 mots-clés, je crois aussi. Participation, relation, dignité. Et derrière, en fait, c'est aussi des mots qui sont revenus par rapport aux expériences des participants à la formation. On fait aussi tout un travail où l'idée c'est vraiment qu'ils élaborent un projet fictif ou réel, ça dépend. Ils peuvent aussi venir, les participants à la formation peuvent venir avec une envie de projet qu'ils mènent dans leur structure.
Et donc on prend un temps de présentation, enfin de construction de projet, qui est après présenté devant un jury. Et là, cette année, du coup, le jury, ça sera, puisqu'on l'organise au CCO, donc ça sera Fabien Marquet, qui est responsable de l'action culturelle au CCO, Géraldine Bénichou, qui est au théâtre du Grabuge, et aussi donc Marion Crémona, qui est donc facilitatrice et accompagnante de projets à l'Université du Nou, qui est en fait une coopérative qui travaille sur les structures sur les sujets de gouvernance partagée et d'intelligence collective. Et derrière, en fait, l'idée, c'est vraiment justement de voir comment finalement, aussi en termes de gouvernance, on prend en compte les droits culturels, en termes de règles relationnelles et organisationnelles qu'on met en place en fait dans nos projets, comment on les prend en compte. Et voilà. Oui, ce que tu dis sur les termes, sur le stade suivant, je crois qu'on les voit, les termes qui sont proposés. Hein. Droit, diversité, culture, dignité, personne, compétences, relations. En fait, dans ces formations, et ça c'est très important, on part toujours des personnes. Hein. Elles se déroulent sur un jour et demi à peu près. On découvre les personnes, on se découvre en même temps. Et pour nous, c'est très important que tout parte d'une expression des personnes. On n'est pas dans des savoirs descendants, mais cette entrée en matière, cette interprétation des mots par les personnes, souvent, en fait, les personnes deviennent ressources parce qu'elles-mêmes, il y a des choses qui émergent, qui viennent et puis qui s'accumulent, hein, puisqu'on est en collectif. Et puis derrière, en fait, on a forcément des textes de référence, hein, les déclarations de l'UNESCO, celles des déclarations de Fribourg, qui viennent compléter, qui viennent alimenter, creuser la réflexion qui a été amenée déjà par les personnes elles-mêmes. Les mises en situation, c'est quelque chose aussi de très très pratique, hein, parce que finalement, ce qui traverse l'ensemble des sessions, c'est peut-être les questions de méthodologie de projet. Quelles sont les étapes d'un projet, comment on définit ses objectifs, dans quels enjeux ou quelle politique culturelle ils s'inscrivent. Et voilà, que les personnes identifient des repères, puissent le tester dans des situations, hein, qui peuvent avoir une dimension ludique aussi, et qui viennent alimenter la réflexion collective et qui permettent de revenir après dans sa structure plein de cette dynamique de réflexion, avec aussi des pistes d'approfondissement derrière. Le dispositif là, qui est initié, pratique en chantier, évidemment, est évidemment une piste possible, comme d'autres. Alors sur les droits culturels, il y avait quand même aussi, au point de départ, cette sensation, cette écoute qu'on a pu avoir sur le terrain des personnes, et des fois c'est cette incompréhension, des fois c'est une notion qui est assez complexe, et c'est bien pour ça qu'on a voulu travailler sur ces notions, de façon à ce que les personnes puissent se l'approprier à leur manière et avancer sur le terrain et mieux situer leur projet en lien avec cette mise en œuvre des droits culturels. Et c'est vrai que je pense qu'on vous rejoint complètement, en tout cas dans la réflexion, de se dire qu'on ne se positionne pas du tout comme étant des experts sur ces sujets, mais vraiment de venir questionner qu'est-ce que, depuis l'évolution des politiques culturelles, finalement démocratisation, maintenant on parle plus de droits culturels, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, qu'est-ce qui fait sens possible pour chaque acteur de terrain? Qu'est-ce qu'il y met derrière? Et puis du coup, de construire collectivement, en fait, avec les personnes qui participent à la formation, aussi des outils, des grilles, peut-être des manières aussi de lire, des grilles de lecture différentes de leurs projets, en fait. Et souvent, on parle aussi un peu d'introspection des projets, c'est peut-être aussi, avec les droits culturels, il y a l'idée d'aller un peu plus loin quand même, aussi dans finalement, au-delà de notre méthode de projet habituelle, entre guillemets, où les partenaires, le contenu, etc., c'est même nous, après, en termes d'évaluation, d'outils d'évaluation, d'analyse de notre pratique, comment on prend ce recul aussi. Et donc l'idée, c'est aussi de faire ça collectivement, en tout cas pendant ces temps de session de formation.
La prise de recul est essentielle parce on voit bien qu'en termes de droit culturel, il n'y a pas de recette. Donc le plus important, c'est de les prendre par un bout et d'identifier peut-être les freins qu'on peut avoir ou qu'on vit dans leur mise en œuvre. Et effectivement, du coup, elle sera le 13, la deuxième journée, et donc le 14, il y aura une journée au RIS, donc ça sera une semaine droit culturel. Est-ce que vous avez des questions, peut-être parce que, après, notre prochaine session, ce sera plus sur le sujet numérique. Donc là, l'idée de la session 4... Ouais. Oh, peut-être des questions sur On s'arrête un peu sur les droits culturels, les langues, peut-être. Oui. En tout cas, il est possible, alors ces formations sont gratuites grâce au soutien de l'État, et puis il est possible aussi d'imaginer, d'organiser des sessions sur vos territoires, de façon aussi à, si vous souhaitez porter une réflexion collective qui coïncide avec des choses qu'on peut faire, c'est quelque chose qui peut être très 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 dynamisant. On a vu beaucoup de projets germer à la suite des journées par des acteurs de différentes structures qui sont arrivés d'un même territoire et qui, dans la foulée, ont impulsé des projets. Justement, il y a un lien avec ce que vous dites. Qui sont les participants à ces formations? Est-ce que c'est, puisque c'est 4 modules, est-ce que c'est le même groupe qui suit l'ensemble de la formation ou ça change avec chaque session? Et comment vous trouvez ces participants? En fait, ils viennent par quel biais? Alors, formation croisée, il peut y avoir des animateurs d'éducation populaire, professionnels ou bénévoles. Il peut y avoir des formateurs, domaine linguistique ou dispositifs de formation professionnelle divers ou d'insertion sociale et professionnelle. Il peut y avoir des artistes qui sont impliqués dans des projets artistiques participatifs. Il peut y avoir des médiateurs culturels, des bibliothécaires. On a déjà vu des élus même. On n'a pas de limite. Donc on n'a pas de limite. Après, c'est la diffusion conjuguée de nos structures, des partenaires, et puis l'ancienneté aussi de ce programme aussi qui permet de renouveler complètement la participation. Il n'y a pas d'obligation de participer à tout. On peut venir qu'à une session. Mais il y a des personnes, des fois, qui viennent à toutes les sessions sur une saison. Donc, non, c'est assez souple. Pour nous, c'est un peu une sorte d'entrée en matière, un peu dans la réflexion. Après, on sait bien qu'après, peut-être que des formations plus lourdes sur un sujet pourraient prendre le relais, pourraient continuer. D'autres réactions, questions par rapport aux formations? L'après-midi est plus sage que le matin. Non, peut-être redire ce qu'on a un peu dit ce matin par rapport au comité de pilotage régional, c'est qu'on fera peut-être, on organisera peut-être un COPIL sur cette question des droits culturels avec un peu les deux volets, le volet des chantiers et le volet des formations. Peut-être qu'on pourrait mettre vos expériences et vos pratiques en commun et ça nous aidera à poursuivre la réflexion. En tout cas, j'ai l'impression que l'histoire des droits culturels, on commence à mettre le pied dedans. J'ai l'impression qu'il va falloir travailler un moment ces notions pour vraiment qu'elles irriguent les réflexions et peut-être derrière les pratiques. Bon, en tout cas, merci à vous deux. Allez-y. Non, la dernière session du coup pour les dates, mais après si vous voulez, on a mis à disposition le programme de formation dans le forum, mais du coup la dernière session sera plus sur l'outil numérique, et l'idée là c'est justement de faire un peu des relais entre finalement l'outil numérique et ce que l'outil numérique aujourd'hui peut permettre et les valeurs d'éducation populaire, de montrer finalement un peu un autre aspect du numérique. Cette session, on a décidé de la mettre en place après le confinement, en se disant finalement l'outil numérique, on en voit beaucoup de choses négatives, clairement, mais il y a aussi tout un aspect finalement d'émancipation, de pouvoir d'agir, de permettre aussi un outil de création artistique qu'on a voulu mettre en valeur dans cette session.
Et donc du coup, voilà, cette session-là, elle sera plus sur ces sujets-là. Et donc l'idée, c'est aussi de faire intervenir des artistes qui travaillent plus avec l'outil numérique comme outil de création. On peut dire que le confinement a aiguisé un peu le besoin de numérique aussi. Et donc voilà. Merci. Ben, merci en tout cas. Et donc je vais appeler Mohamed El Amraoui, Arnaud Savoie et Dimitri Porcou pour un retour de résidence et d'expériences multiples sur différents territoires. Saint-Martin-d'Air, Vaux-en-Velin, Vénissieux. Bonjour, rebonjour, on s'est déjà tous vus depuis ce matin. Rebonjour. Moi j'ai la tâche de présenter Arnaud et Mohamed et d'animer un peu leur rencontre. Les présenter rapidement en tant que poète, surtout de poète et artiste. Donc Arnaud Savoie, vous les connaissez déjà sûrement tous. Tous les deux. Donc Arnaud Savoie, poète, aux multiples facettes. Il est aussi photographe, bien branché dans art plastique, création de livres d'artistes, livres pauvres. Et son dernier recueil, Couple, qui est à la librairie, sorti à la rumeur. Il est en résidence l'année dernière, l'année 2020, à l'espace 21, pardon, à l'espace Pandora à Vénissieux. Je le présente brièvement. Mohamed El Amraoui, poète, traducteur des poètes arabophones, de poètes en langue arabe. Lui aussi une œuvre importante au niveau de ce qu'il a édité. Mais surtout aujourd'hui, c'est tous les deux en tant que poète, artiste, animateur d'ateliers d'écriture, d'animateur d'actions culturelles et éducatives qui nous intéressent, plus que leur activité personnelle de poète, puisqu'on est dans les droits culturels. Et puisque tous les deux sont très impliqués, ils travaillent beaucoup, alors, que ce soit pour l'espace Pandora, la Maison de la Poésie, pour d'autres structures similaires, autour de projets dans tous les publics, que ce soit l'école primaire, l'université, en milieu carcéral, dans les EHPAD, avec tous les publics ou toutes les personnes, comme on disait ce matin, plus que les publics. Donc ils ont une très grande habitude, tous les deux, de l'action culturelle et d'apporter la poésie de partout, y compris avec des gens, ils animent aussi beaucoup d'ateliers avec l'écriture, avec du public déjà averti, des gens qui sont déjà sensibilisés à la poésie, qui écrivent, mais aussi avec des gens qui sont très éloignés ou qui n'ont pas eu pour l'instant l'occasion ni l'accès. Et ayant la chance de les suivre tous les deux régulièrement dans de nombreux ateliers avec donc, tous ces différentes structures, différents lieux d'accueil, ce qui me frappe chez eux, c'est que à qui que ce soit qui s'adresse, ils s'adressent de la même façon, en mettant la barre haute au niveau de la langue française, de la poésie, de l'apprentissage de la poésie, de leur travail, sans faire de distinction aucune, que ce soit des enfants, des primo-arrivants, quelles que soient les personnes. Donc, une première question comme ça, est-ce que c'est pas ça déjà le droit culturel, s'adresser normalement et humainement de la même façon à tous? Et la double question, ça après je suis débarrassé pour un petit moment, quand vous menez vous ces actions, d'ateliers d'écriture, etc., est-ce que vous avez en tête cette notion de droit culturel, ou finalement, puisque ça on en parle aujourd'hui, ou finalement c'est quelque chose déjà de naturel en vous, insidieusement les acteurs culturels, les artistes le font quand même depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez en tête, est-ce que vous arrivez à l'atelier en disant là je fais du droit culturel, ou c'est une notion finalement normale pour vous en tant qu'artiste, comme droit humain tout court, comme s'adresser aux gens et à l'humanité? Vas-y, comme ça tu vas me donner des idées. T'es sûr? Oui. Tu peux redire les deux questions là, parce que je n'ai pas tout compris. Non, est-ce que le fait de vous adresser, parce que toi je t'ai vu plein de fois à l'atelier, que ce soit n'importe quelle personne qui t'adresse de la même façon. Alors évidemment les consignes peuvent être répétées, on s'adapte, mais le propos est le même et l'exigence poétique de travail que tu mets en place est le même avec qui que ce soit qui t'adresse. Donc est-ce que c'est pas déjà ça le droit culturel? Et surtout, est-ce que quand tu travailles, tu interviens, est-ce que tu as cette notion en tête de droit culturel, ou c'est en fait quelque chose de normal pour toi de partager ton travail, de faire écrire les gens
Bon, je vais tenter de répondre à ces deux questions. Peut-être pour commencer, juste une remarque. On parle aujourd'hui beaucoup de droits culturels. Et je vais digresser, bien évidemment. J'ai mon fils qui jouait au handball à Vénissieux. Et donc pour moi, ça a été l'occasion de repasser à la médiathèque de Vénissieux suite à l'installation que j'avais faite dans le cadre de ma résidence. Surtout retrouver les copains et puis échanger. Et donc les gens de la médiathèque de Vénissieux me disaient, m'ont dit, nous là, on a perdu 70% en fait de notre public. Donc je prends l'information et puis en même temps, donc Carmen, pour pas la citer, me dit, et en plus il y a des choses que je comprends pas. On va accueillir des classes sans passe sanitaire et les enfants qui vont vouloir revenir à 14h seuls, qui n'ont pas forcément le passe sanitaire, ne peuvent pas avoir accès aux livres. Pourquoi simplement cette digression déjà sur la question des droits culturels, cette question du territoire, de ce qui se passe actuellement. On a parlé très bien, très beau, des mots, droits culturels, magnifiques. Enfin, j'ai toujours pas compris tout à fait ce que c'était, mais peut-être qu'on m'expliquera. Mais je me dis, pourquoi aujourd'hui on n'a pas évoqué le fait que ces droits culturels, il y a plein de personnes qui n'y ont pas accès aujourd'hui en raison de cette crise sanitaire. Et ça, c'est vraiment la première question que j'ai envie de soulever. On n'en a pas parlé du tout. Là, depuis ce matin, ça fait, je ne sais pas quelle heure il est, 15h40, je ne sais pas. Voilà, on n'en a pas parlé. Et pour moi, la vraie question, elle se pose concernant de toute façon un territoire. Donc je vais tenter de répondre aussi à tes deux questions, Dim. Donc la première, c'est quel que soit le public qu'on a, on essaie d'aborder on aborde de la même façon. Oui, je crois que je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Alors je me suis construit, j'évolue, mais en tous les cas, et je trouve que c'est une marque de respect des personnes qu'ils viennent de maternelle ou que ça soit un public averti. Pour moi, ça change rien. Et ce qui est important, c'est que les personnes arrivent à s'exprimer, à poser regard, à poser voix. Et ça, c'est pour moi essentiel. Ensuite, les droits culturels, bien sûr, ils sont marqués dans la Déclaration des droits de l'homme, me semble-t-il. Et là encore, je m'interroge. Là où je m'interroge, c'est... on a parlé beaucoup des mots, que les mots étaient importants aujourd'hui, très importants. Et forcément, la naissance de mots, pour moi, en tous les cas de mon regard de poète, vient de d'une nécessité. Maintenant, la petite question, c'est est-ce que la nécessité et la naissance d'un mot viendraient essentiellement liées à un manque? Et c'est une vraie question que je pose un peu à tout le monde. Je n'ai pas spécialement la réponse. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question importante que chacun devrait se poser. Est-ce que droit culturel, par exemple,
est née d'une nécessité, et est-ce que cette nécessité est obligatoirement liée à un manque? Et je crois que vraiment, il faudrait traiter déjà au départ ce sujet. Ensuite, j'ai envie de dire que quand je dois aller sur un territoire pour animer un atelier d'écriture, la première chose que j'essaie de faire, c'est respirer le territoire, respirer le lieu, rencontrer les femmes et hommes, enfants, essayer de juste, oui, respirer, sentir et arriver à poser un regard qui n'est que le mien et que je vais essayer de partager en recevant le regard des autres aussi. Est-ce qu'on est dans le droit culturel? Je ne sais pas. Je ne peux pas me poser cette question-là. La vraie question, c'est comment déposer voix, vivre et être simplement pour tout un chacun. Voilà. Alors la première question, la deuxième question peut-être, en commençant par la deuxième question, est-ce qu'on part déjà avec l'idée des droits culturels, est-ce qu'on l'a déjà dans la tête? Non, je crois pas de façon vraiment comme des idées claires et précises, quoi. C'est-à-dire pas rationnelles, je vais défendre quelque chose. Je crois que ça se fait, oui, plutôt presque naturellement, dans le sens où quand je vais rencontrer n'importe quel public, je vais dans le sens où je vais vivre une expérience, je vais partager mon expérience avec d'autres expériences. Il n'y a pas de vérité à donner, il n'y a pas de recette vraiment, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas non plus de savoir-faire à donner de façon schématique. C'est quelque chose qui va se faire. Je sais que je vais rencontrer pas mal d'inattendus, pas mal d'imprévus, et je me prépare un peu à ça surtout. Voilà. C'est-à-dire que je vais rencontrer quelqu'un, pas comme quelqu'un qui a vraiment un savoir à donner et les autres sont là, ou alors comme on dit, on va donner la parole. Non, je donne un peu la possibilité que des gens prennent la parole ou s'exprimer. Et il s'agit ici pas seulement des droits culturels de façon générale, mais d'une composante dans ces droits-là qui est le droit à la créativité, le droit de s'exprimer, le droit... et là, il s'agit surtout d'ateliers d'écriture, c'est ce que je pratique le plus, ou d'écriture ou de mise en voix, c'est-à-dire aller aussi vers la visibilité, rendre visible un petit peu ce qu'on écrit. Et là, dans ce sens-là, souvent, je ne sais pas qui je vais rencontrer. À part, et ça on en parlera tout à l'heure peut-être un peu, à part des gens que je connais avec des ateliers permanents assez réguliers et fréquents de l'association dans tous les sens, donc on a eu l'habitude de se rencontrer, même s'il y a toujours quelque chose d'imprévu, mais je les connais. Mais souvent, je ne connais pas. Et dans ce cas-là, il y a quand même quelque chose d'assez près pour être un peu, si tu veux peut-être avec des exemples terre à terre. Quand il s'agit par exemple d'une intervention dans le milieu scolaire, je peux m'informer déjà avec le prof, combien ils sont, quel âge, comment ils sont, etc. Au moins de façon globale pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux proposer. Mais souvent, pour les ateliers adultes, là par exemple, là, ce qu'on a fait à Vinicieux, on va au marché, voilà, là c'est la rencontre, et souvent on a plein de choses dans la tête, et il faut improviser, il faut avoir la possibilité de réagir, et donc c'est quelquefois à la fois un mélange à la fois de fragilité, parce qu'on a presque peur, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et en même temps, on a cette force-là de l'expérience avant. Et donc, on sait que non seulement c'est pas un luxe, c'est un droit culturel et un droit à la création, voilà, mais moi je suis convaincu que souvent, on rencontre des gens qui sont tout à fait capables, et là, il y avait ce matin la question d'amateurs, de professionnels, et qui écrivent très très bien.
ils ne le savent pas quelquefois, ils ne savent pas que leurs paroles aussi, qu'ils croient très simples, rencontrent soit Jacques Prévert ou Kerouac ou je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on va toujours, en tout cas je sais que non seulement ils ont le droit, mais plus que ça, il faut un petit peu défendre l'idée que c'est presque naturel en fait. Il faut que ça soit voilà, quelque chose d'évident, quoi. Ça l'est pas encore, pour plein de raisons. Mais en tout cas, quand je le fais, en tout cas moi personnellement, je me rends compte en fait finalement que ça aurait pu être fait il y a longtemps. Ça c'est pour la première question. Et la deuxième c'était ou la première plutôt. Qu'on ne bouge pas en fait. Ah oui. Oui, au niveau peut-être tu as utilisé le mot exigence, oui, mais en même temps, voilà, toujours avec ce lien d'imprévu, d'aller explorer des territoires, soit eux et moi aussi, et être attentif à ce qui va émerger, mais il faut nuancer, c'est-à-dire que dans cette marge-là d'improvisation, il faut toujours un petit peu être capable, un petit peu même de changer un petit peu tout ce que tu as préparé. Et il faut, oui, tu as dit aussi de s'adapter, oui, il faut s'adapter. Alors, on a rigolé tous les deux tout à l'heure, quand il y avait ce matin aussi, parmi les contradictoires, les éléments contradictoires, il y avait un truc où tu as repéré toi aussi, où il y avait qu'est-ce qu'il faut... Le résultat et le processus. Oui, tu allais poser même la question. On va enchaîner. Allez. Oui, non, mais parce qu'on en a parlé rapidement. Est-ce que c'était écrit dès le départ? Est-ce que c'est le résultat ou le processus? Et on a souhaité tous les deux avec un peu de complicité parce que ça répond à ta question. Tout dépend en fait de la situation et du coup le point de vue aussi change. Il y a des fois où on se rend compte rapidement que ce n'est pas vraiment le résultat, c'est-à-dire le texte lui-même qui va être vraiment au centre, qui va être l'objectif. C'est le processus, c'est le fait de faire, c'est l'acte de faire, peu importe le résultat. On souligne surtout ça, parce que les gens ont peur quelquefois de ce résultat, de ce texte-là que je vais écrire, comment il va être, bien ou pas bien, parce qu'il y a toujours cette question-là de l'école, de la note, du jugement d'appréciation, etc. Mais quelquefois, c'est bien le contraire. En fait, il y a des ateliers où les gens viennent parce qu'ils veulent vraiment c'est le texte qui prime. Et du coup, à ce moment-là, quel que soit le processus, c'est le texte à la fin vraiment. Et du coup, même l'échelle de l'exigence, de l'attention, etc., n'est pas le même. Donc en fait, il y a toujours dans cette distance-là, quand on n'arrête pas de bouger, de s'approcher, de revenir, de reculer. Quelquefois, c'est même pas vraiment le texte. Si c'est par exemple une restitution orale ou un spectacle, ça serait plutôt à ce moment-là qu'ils vont découvrir que leur texte avait un sens. Ils peuvent même d'ailleurs le retravailler à ce moment-là pour qu'il soit un peu plus adapté, etc. Donc vous voyez un petit peu ta question était assez large. Ouais. Alors, sur la question processus-résultat. Sur la question processus et résultat, je ne sais pas. Processus, résultat, je n'arrive pas à imaginer en fait. Pour moi, ça parle absolument pas. C'est les deux en fait. Oui, c'est entremêlé et puis ça dépend complètement du groupe qu'on peut avoir. S'il y a cohésion, s'il n'y a pas cohésion, ça dépend aussi de quelle mise en forme on veut rendre ou donner. Ça aussi joue énormément. Donc, et je te rejoins complètement. On peut imaginer tout projet au départ et forcément le projet du départ il va bouger parce que, comme le dit un vieux traité
de sémantique, la carte n'est pas le territoire. Donc on peut tout imaginer sur la carte, mais quand on est confronté à la réalité du terrain, c'est encore autre chose. Et moi, je partage complètement ça avec toi, et en même temps, ce côté improvisation. Bien sûr, il faut être dans une adaptabilité permanente, et je dirais même avec un même groupe, sur 2 séances, elles peuvent n'avoir rien à voir. Enfin, moi j'ai eu le cas, c'est quand hier ou avant-hier, avec un groupe qui avait plutôt bien casé. C'était plus laborieux parce que je tentais d'apprendre à des enfants CM1, CM2 de regarder la peinture, c'est-à-dire de rappeler une petite phrase juste de Li Wenk, poète, peintre chinois du XVIIe, qui, pour parler de la peinture, dit ceci: tout d'abord, regardez les collines dans le tableau, ensuite, regardez le tableau formé par les collines. Et donc, essayer d'apprendre, en tous les cas, aux enfants de mettre en vie le tableau, c'est de laisser le temps à son œil d'intégrer et d'imprégner tous les petits détails et se mettre en mouvement, reculer pour laisser et mettre en vie le tableau. Et l'idée étant de dire, vous allez voir que le tableau va se mettre en vie, et ce qui m'intéresse, c'est que tout de suite, vous notiez les mots de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez. Et j'ai un groupe qui est parti, et ça a été fulgurant. Le deuxième groupe, qui avait plutôt bien avancé sur une autre séance, là, s'est retrouvé un peu plus en difficulté. Donc, il faut sans arrêt adapter, et il n'y a rien d'acquis, quoi. Donc, oui, bien sûr. Et ça n'a même pas de lien, quelquefois, avec le territoire lui-même. Alors, ça non. va être le même collège, le même âge, même niveau, etc. Et d'une heure à l'autre, les choses changent. Voilà, ça tient à plein de choses. Et donc, l'idée, c'est d'être prêt un petit peu à s'interroger, même, enfin, interroger sa façon de faire, de remodeler, etc. Mais je souligne quand même ce fait que je ne fais que partager mon expérience avec l'autre. Je n'ai pas... Mais je le dis vraiment sincèrement, c'est-à-dire que je vois pas en quoi je serais un petit peu plus... je sais pas quoi. Alors, mais par contre, oui, je souligne le fait que j'ai une expérience, et j'ai une expérience à partager, peut-être à interroger même, à questionner, mais en tout cas... je suis prêt à la partager, et dans quand je dis partager, c'est-à-dire qu'il y a toujours un va-et-vient. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, à ces va-et-vient, comme tu disais, par rapport à ce processus, il y en a par exemple qui participent à tout le projet, sauf la fin. Ils ne sont pas intéressés. Tu vois. Ils sont intéressés, non mais c'est vrai qu'ils sont intéressés surtout par l'expérience qu'ils ont vécue. Et même dans un atelier d'écriture, il y a quelqu'un qui dit, moi ce que j'ai adoré, c'est surtout écouter les autres et faire l'expérience. Moi mon texte, je m'en fiche en fait, j'ai pas envie de devenir écrivain non plus, mais voilà. Donc ça dépend en fait de chacun, avec quoi il vient, etc. Et nous, il faut qu'on soit vraiment un peu à l'écoute, même admiratif de tout ça. C'est très sympa en fait, de vivre tout ça, quoi. Tu vois. Et c'est difficile des fois un petit peu de faire. Alors, le point, on en parlait tous les deux, Arnaud. Toujours pour revenir à cette notion de droit culturel, comment en tant que poète, artiste qui intervenait auprès des publics, des personnes, je ne sais plus comment on dit maintenant. Et puis même, après c'est une question, ça me pour tout le monde, les structures socio-culturelles, les artistes en général, pas forcément que les poètes, parce qu'on en parlait ensemble. Comment faire passer le message, comme tu disais, que c'est des droits justement, c'est des droits que tout le monde a, et que c'est pas que pendant le temps de l'atelier. Comment faire passer ce message que finalement, on n'en parle pas, c'est pas, comment dire, sans nous blesser entre nous-mêmes, vu que c'est nos boulots, pas dans le côté bonne conscience et les droits culturels, la bonne conscience, en fin d'atelier avec les primo-arrivants, avec eux. Comment mettre justement que cette notion de droit culturel, elle est comme le droit au logement, comme le droit
Et bon, on sait que ça marche pas non plus, hein, le droit au logement, le droit à la nourriture pour tous. Donc le droit culturel, ça marche pas non plus, c'est normal. Et comment essayer, vous, en tant qu'artiste, toi tu disais là, pour remettre la poésie, la culture, l'art en général dans la rue, le plus possible. Voilà, c'est une question. Je ne sais pas comment y répondre, c'est pour ça que je vais la poser. Ouais. En tous les cas, moi, de mon côté d'artiste, je dirais, j'ai surtout envie de m'attacher uniquement à la création, quoi. Et on en parlait avec Guy, effectivement, je suis persuadé que maintenant, la poésie, mais la création en général, doit aller dans la rue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Elle doit être rendue lisible. Il y a peu, dans le cadre d'une résidence courte financée par la DRAC, j'ai pas fait mon Christo, mais j'ai suspendu des laits poétiques de 3,10 m par 1,50 m sur les balcons d'un immeuble à Font-Barlette, en quartier sensible. Et c'était vraiment très intéressant, déjà l'approche et de repérer le bâtiment, d'essayer de... Moi, j'aime écrire aussi personnellement et avoir une création poétique sur les lieux où je vais. Ça a été le cas pour Vénitieux, ça a été le cas pour Valence, c'est encore le cas pour Bassins. Et pour moi, c'est essentiel. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si. Et donc, repérer déjà là où ça allait se faire, avec un spectacle danse et poésie. Et puis, repérer les balcons, aller chez les gens, toquer, leur demander la permission. On rentre dans une relation. Entre-temps, se faire 2 fois virer parce qu'on est sur un territoire de dealers et on dérange le business. Et puis au bout du compte, les dealers qui arrivent et qui disent non mais t'inquiète pas, hein, pour ton spectacle, il n'y aura pas de merde, on gère. Enfin, c'est pour moi tout ça. Et il faut que la poésie, mais la création en règle générale, et j'ai envie plus de parler de création. Poésie, étymologiquement, c'est la création. Donc, parce que c'est vrai aussi pour la peinture, et ce que je me rends compte, c'est que les publics ne se mélangent pas, les gens du théâtre ne viennent pas aux lectures de poésie, les gens de la poésie vont, c'est pas souvent qu'ils vont sur des vernissages de peinture, ou inversement. Nous, c'est ce qu'on constate, déjà, les publics, au départ avertis, ont du mal à se croiser, quoi. Donc il faut que effectivement, on aille vraiment dans la rue et que la création soit rendue visible. Ce qui n'empêche pas que l'importance des livres, et ça, mais il y a cette démarche-là que je trouve qui est peut-être moins faite qu'à une époque, et il faut y retourner. Bon, après... Non, mais moi je suis d'accord avec toi, enfin, qu'il y a des passerelles entre tous les espaces du livre, l'espace un peu clos de la bibliothèque ou de la salle du spectacle et de la rue. Je travaille depuis très longtemps avec une association qui s'appelle D'Antolescence sur Vent-en-Velin, qui est assez connue, destinée aux ateliers d'écriture. Et donc il y a deux espaces justement, enfin il y a un espace assez permanent en fait, destiné aux gens qui veulent écrire et même qui veulent écrire des textes assez longs. Donc on donne très peu de propositions d'écriture. C'est un espace où il y a beaucoup d'échanges et les gens on assiste à la construction quelquefois de textes assez longs, soit de fiction, soit autobiographique, soit de la poésie, etc. Et de l'autre côté aussi beaucoup d'interventions dans le milieu scolaire, dans les centres sociaux, et à chaque fois, mais là je témoigne de mon expérience vraiment personnelle, parce qu'il s'agit de ça aussi, hein. Pas de parler de façon que de générale. À chaque fois il y a une partie de moi quelque part que je retrouve. Je m'explique. Par exemple, je vais au centre social pour travailler.
avec des femmes analphabètes qui sont en apprentissage du français. Et une bonne partie sont maghrébines. Et il y en a qui avaient l'âge de ma mère. Et ma mère était analphabète aussi. Donc il y a une partie de fois que je retrouvais naturellement quand je parle avec elle dès le départ. Il y a quelque chose, enfin, je me sens pas complètement étranger à ça. Et c'est en lien avec le multilingue. On en a travaillé avec Patrice, avec les arpenteurs. Quand je pars et il y a un élève qui est en difficulté, ben moi j'étais en difficulté en français, parce que c'était pas ma langue. Ma langue, c'était la deuxième langue, et on ne parlait pas français du tout à la maison. Donc il y a aussi un petit peu de soin à chaque fois, et c'est justement pour ça que je disais que je rencontre une expérience qui me ressemble et qui en même temps qui est différente, et on se partage. Avec dans tous les sens aussi, il y a ce festival comment on dit, biennal, merci, qui est écriture hors les murs, et voilà, on invite les gens à soit écrire dans la rue avec soit venir lire leurs textes dans la rue, etc. Donc c'est hors les murs. Et parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, dedans et dehors, il faut que les espaces s'échangent et affronter ce gros paradoxe qui est en France surtout, qui est entre à la fois le droit, qui est plus ou moins acquis, parce que nous, on a eu ce droit-là, c'est pour ça qu'on écrit, etc. Et le fait qu'on n'arrive pas toujours à convaincre les autres qu'ils ont ce droit-là, et voilà, et qu'ils peuvent le prendre. Tu parlais du public et qui ne vient pas tout le temps, il faut aller le voir. Je dis ça aussi parce que je viens d'un pays qui est le Maroc, je suis venu à l'âge de 24 ans, et tous les gens qui écrivaient ont vécu les années de plomb sous Hassan II, où il y avait des poètes condamnés à 10 ans de prison, 15 ans de prison, voire 30 ans, perpétuité, etc., parce qu'ils écrivaient des poèmes subversifs. Ici, ça paraît presque invraisemblable. Voilà. Et donc, voilà, c'est acquis, mais en même temps, il n'y a pas toutes les conditions pour qu'il le soit non plus, même si dans le droit, il l'est. Hein, voilà, il y a le droit culturel, c'est inscrit. On l'a défendu, peut-être les gens l'ont défendu, il est inscrit maintenant, mais comment faire en sorte qu'il le soit vraiment réellement, alors que dans d'autres pays, il ne l'est pas, et les gens luttent pour l'avoir, quoi. Et ce paradoxe-là est immense, en fait, entre les pays. Et donc, voilà. Alors moi, de plus en plus, hein, je soulève cette question de ce que et j'entends complètement, hein, que tu parles de droit. Là, je suis sur un projet que j'ai intitulé Voix offerte, voix reçue, rendue, point d'interrogation. Et je parle de ce constat, enfin, en tous les cas, pour avoir un peu travaillé avec différentes personnes, que peut-être ce qui fait la différence entre des gens qui vont bien et des gens qui vont pas bien, c'est peut-être juste cette capacité d'avoir pu rendre voix ou déposer voix à un moment, et que les voix s'accumulant, on les reçoit depuis le ventre de notre maman, on reçoit des voix, d'abord c'est une cacophonie, et puis petit à petit on commence à distinguer, et puis les voix ne sont pas tout à fait identiques, et puis les mots commencent à avoir un sens, et les sens deviennent paroles, hein, et toutes ces paroles, toutes ces voix qu'on reçoit, si on n'est pas à un moment en capacité de les rendre ou de les déposer, forcément on va exploser ou imploser. C'est ce. Et moi j'aurais plutôt envie de parler non pas de droit, mais de arriver à rendre ou déposer voix.
donner la possibilité pour que ces voix existent d'une certaine manière. C'est ça. Soient entendables, si je peux dire. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Et moi, j'aurais toujours tendance à mettre avant même le droit la question de la voix qu'on rend, qu'on dépose, et que chacun, et ça c'est vraiment un but pour moi, que chacun ose se prononcer très simplement. C'est, voilà, plutôt que droit, que chacun ose se prononcer très simplement. Et c'est un droit. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi sur une petite nuance, c'est que sur cette question-là de voix, non, mais je ne sais pas, tu me diras, au sens vraiment général, presque métaphorique, c'est-à-dire pas forcément celui qui est capable de prendre le micro et de prendre la parole et de dire, même celui qui a envie de s'effacer, juste de laisser trace sur le papier, donner même à quelqu'un d'autre, tu vois, ou pas, pourquoi pas, ou prendre le temps de... Mais en tout cas, par contre, lui donner cette possibilité qui n'a pas été donnée naturellement, en fait, par la force des choses. C'est ça ce que je dis. Oui, et même si la voix est déposée au pied d'un arbre. Oui, c'est ça. Tu vois, on n'a même pas laissé parler. Non, mais c'est parfait, tant mieux. Maintenant, on va donner voix au public. S'il y en a qui veulent poser des questions à Mohamed, à Arnaud. Juste, j'aimerais quand même... j'aimerais ajouter une toute petite chose. Excuse-moi Thierry, hein, on avait prévu 4 heures. Je sais que Christophe a pris une chambre d'hôtel pour tout Pandora. Ah oui. Non, m'est venu en entendant tout ce qui s'est dit sur les droits culturels, juste cette idée que je vous livre, et je crois que nous avons privilégié l'idée au détriment de la pensée, et cela m'inquiète. Juste ça, voilà. Vous avez 2 heures. Dissertation. Des questions? De l'élection? Je voulais juste vous remercier pour la qualité des échanges et ce sujet et puis toutes ces remarques très intéressantes. Et vous dire que je dois partir dans 5 minutes. Donc je m'excuse d'avance, ne le prenez pas comme un Merci de l'avoir dit, parce voilà. que sinon on va dire J'ai un problème de nounou que je dois, voilà, il faut que je sois à Lyon avant 18h. Oui, j'aurais bien aimé fumer une cigarette pour réfléchir sur cette idée ou cette pensée. Merci. Élection? Allez, un peu de débat s'il vous plaît. Non. Parce que là- Ah, non, moi c'était juste pour rebondir sur ce que Arnaud et Mohamed vous avez dit. Par rapport à la continuité des droits culturels, en fait, et même en temps de pandémie, moi j'ai fait des études en histoire de l'art, et du coup je suis un peu du monde des musées. Et c'est vrai que, bon, là Arnaud, tu parlais de la baisse de fréquentation de la médiathèque de Vénissieux qui a affiché moins 70% de fréquentation. Et c'est vrai que malheureusement, on peut constater que la pandémie, elle a vraiment créé une rupture dans la continuité des droits culturels. Et on parlait tout le temps de l'exception culturelle française qui était censée perdurer et continuer malgré toutes les crises. Et là, cette crise sanitaire, elle a vraiment créé une fracture. Et elle a été assez longue. Et dans le monde des musées, ils ont été fermés du 29 octobre 2020 jusqu'à février 2020. Ça fait plus d'une centaine de jours. Une centaine de jours, c'est énorme, c'est presque un tiers de l'année. Et malheureusement, pourtant, les musées, les médiathèques, les lieux de culture, les théâtres, les cinémas, sont habitués à recevoir du public, à mettre des jauges, à faire porter le masque, etc. Donc on ne comprend pas très bien. Et surtout, ce qui m'a choqué moi, c'est le paradoxe auquel on a assisté en décembre 2020, où les musées ont été autorisés à ouvrir leurs boutiques pour les fêtes de Noël et finalement pas les collections nationales. Donc voilà, donc c'est vrai que la culture n'a pas été un enjeu essentiel pendant cette pandémie. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui le dit, puisque forcément il y a eu des aides de l'État, mais finalement pas pour tous.
Donc voilà, donc en tout cas, merci de l'avoir relevé. C'était pas une question en fait. C'était très bien. Moi non plus, c'est pas une question. Je vais dans le même sens que Julia, parce que j'ai entendu depuis ce matin droits culturels, plus de droits, tous les droits culturels, l'État est garant des droits culturels, enfin, etc., la démocratisation des droits culturels et tout. Et effectivement, on a pu le constater dans toutes les bibliothèques. Moi, je suis sur Lyon, donc toutes les bibliothèques ont une chute. Comment on peut imaginer que des bibliothèques ne puissent pas être accessibles à tout le monde, alors qu'on peut aller à Carrefour à 500 ou 1000 personnes sans problème, et on ne peut pas rentrer dans une bibliothèque voilà, simplement pour prendre un ouvrage et bibliothèque, et tu as parlé des musées, enfin, c'est sur tous les lieux de culture. Je passe sous silence les restaurants et les bars, c'est autre chose, mais tous les lieux de culture, c'est proprement inadmissible, et je n'ai pas osé le dire ce matin parce que je ne voulais pas rentrer, j'avais peur de rentrer dans une polémique, et merci Arnaud d'avoir ouvert cette porte. En même temps, la crise sanitaire, ça a accentué ça, mais c'était déjà ça le cas avant. C'était déjà plus simple avant la crise sanitaire de rentrer à Carrefour que dans une bibliothèque. Ça a accentué la crise sanitaire comme ça a accentué tous les mal-être. Mais au niveau culturel, c'était déjà pas gagné avant. Le QR code pour rentrer dans une bibliothèque. Oui, mais... Non, mais Excusez-moi, va peut-être. C'est pas que je veux pas qu'on se batte autour d'un QR code, mais non, c'est parce que le temps presse et je vois que l'hémorragie continue et que j'aimerais bien qu'on arrive jusqu'au bout du jour et de la nuit. Donc, merci. C'est de toute façon Arnaud et Mohamed qui auront le mot de la fin puisqu'ils nous diront un dernier poème extrait de leurs œuvres. Mais auparavant, nous avons encore une petite place pour le programme. Et je redis pour la dernière fois de la journée le mot...